Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Affaires suivantes, c'est votre magazine. Aujourd'hui encore, on décrypte ensemble l'actualité policière et judiciaire. Et au sommaire de ce dimanche, qui est vraiment Flavien Moreau? Cet homme de 33 ans a été libéré de prison lundi à Condé-sur-Sarthe. Il a purgé une peine de 7 ans de prison pour être parti faire le djihad en Syrie. Ses idées, son caractère, son parcours inquiètent. Aujourd'hui, il est libre. Représente-t-il une menace? Le décryptage dans un instant avec des images inédites de sa sortie de prison. Et puis Dominique, nous allons également plonger dans les coulisses d'une enquête qui commence à peine. Oui Philippe, qui a incendié la mythique brasserie du 6e arrondissement de Paris, la Rotonde? Rendez-vous des écrivains, rendez-vous des artistes, rendez-vous des hommes politiques. C'est là qu'Emmanuel Macron a fêté sa victoire lors du premier tour de l'élection présidentielle. Évidemment, la piste criminelle est sérieusement envisagée. On en parle dans les coulisses d'Affaires suivantes. Et puis avec les invités de la semaine, nous reviendrons sur le procès de l'ex-père Prénat. Entre récits d'horreur et révélations sur son histoire personnelle, ce sont 3 à 4 000 enfants qu'il aurait pu abuser sexuellement. Un être double, à la fois vicaire adulé, prédateur sexuel. Son profil, son parcours, nous recevrons notamment l'une de ses victimes. Affaires suivantes, on est prêt Dominique? On est prêt Philippe et on se retrouve juste après le journal. Et les anti-PMA redescendent dans la rue aujourd'hui. Une mobilisation pour dire non à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. On vous retrouve Thomas Herman. Vous êtes dans le 7e arrondissement de Paris et les anti-PMA sont bien décidés à se faire entendre avant l'examen mardi par le Sénat du projet de loi bioéthique. Et oui, tout à fait, nouveau rassemblement à l'appel du collectif Marchons Enfants qui réunit 22 associations. Vous les voyez, ces manifestants qui commencent à se rassembler dans le 7e arrondissement au niveau du pont de l'Alma. Vous voyez différents drapeaux avec notamment ce slogan qu'on voit dans les différentes manifestations anti-PMA, sans père, liberté, égalité, paternité. Ces manifestants qui viennent à la fois de la région francilienne mais également d'autres régions de France. Alors pourquoi ils sont mobilisés ce dimanche? Eh bien, vous l'avez dit Florence, il y a mardi cet examen qui va commencer au Sénat. Il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et ces manifestants comptent bien envoyer un message assez fort au Sénat. Concernant le parcours, ils laissent un petit peu également quelques signes également dans le parcours des manifestants. On part du 7e arrondissement, place de la Résistance, les manifestants qui vont aller devant l'Assemblée nationale, puis devant la pyramide du Louvre, là où Emmanuel Macron avait fait son premier discours après avoir été élu, pour se rendre à l'Opéra. Ces manifestants qui sont donc très déterminés et comptent se faire entendre pour le Sénat qui examinera ce projet de loi. Ce sera mardi prochain. Merci beaucoup Thomas Herman avec Joanne Chérifi. Que s'est-il passé hier lors de la manifestation des Gilets jaunes près de la gare de l'Est? Une vidéo crée la polémique. On y voit un homme à terre, blessé, a priori maîtrisé et frappé à plusieurs reprises par un policier. 2 enquêtes ont été ouvertes. La première administrative, la seconde confiée à l'IGPN pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Réaction de la porte-parole du gouvernement. Je refuse qu'on jette l'opprobre sur nos policiers parce que ce sont des hommes et des femmes qui font un travail d'une très grande qualité. Et cette confiance que le gouvernement leur accorde et que notre démocratie place dans leurs mains, parce qu'ils sont détenteurs d'une violence qui est légitime. On parle de gens qui, depuis plus de 2 ans, sont soumis à une violence dans les manifestations, une violence inédite. Il ne faut pas oublier ce que ça voulait dire il y a encore quelques mois et même encore aujourd'hui, les Black Blocs. Ils prennent leur distance avec la famille royale. Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux. Ils devront rembourser certaines dépenses publiques qu'ils ont engagées, notamment les travaux de rénovation de leur résidence. Ils ont fini par trouver un accord avec la reine, un accord qui s'appliquera au printemps et qui est qualifié de hard Brexit par la presse britannique. Voilà, pour l'essentiel, vous retrouvez Affaires suivantes. Dans un instant, la première partie d'Affaires suivantes. Et Dominique, nous allons revenir sur l'effrayant parcours de Flavien Moreau. Oui, alias Abdel Fattah, c'est son nom de guerre. Il est âgé aujourd'hui de 33 ans. Il a passé quelques semaines en Syrie et ensuite 7 ans dans les prisons françaises. Il est sorti lundi. Une libération qui, évidemment, crée de la polémique et qui inquiète les syndicats pénitentiaires parce que les gens de l'administration pénitentiaire sont ceux qui le connaissent le mieux et qui sont convaincus de sa dangerosité constante aujourd'hui encore. Son histoire, son parcours, ce sera dans un instant dans Affaires suivantes.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. C'est le premier Français à avoir été incarcéré à son retour de Syrie. Flavien Moreau, 33 ans, est sorti lundi de la prison de Condé-sur-Sarthe après 7 années passées derrière les barreaux. Les surveillants pénitentiaires qui l'ont côtoyé sont inquiets. Son histoire, ses intentions, ce sera dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, nous allons vous dévoiler dans Affaires suivantes des images inédites, les images de sa sortie de prison, des images révélatrices du parcours de cet homme. Elisa Tran. Ce sont les seules images de Flavien Moreau à sa sortie de prison. C'était lundi. Le regard dur, le pas assuré. Il quitte le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe où il était incarcéré. 7 ans de prison au total, dont les 6 derniers mois à l'isolement, dans cet établissement ultra sécurisé. Flavien Moreau n'était pas n'importe quel détenu. Radicalisé, il est le premier djihadiste français libéré après une condamnation à son retour de Syrie en 2013. Les questions des journalistes sur place, il les ignore. Vous allez faire quoi dans la vie? Vous pouvez me dire, monsieur, éventuellement? Vous avez un projet? Rejoignant la voiture de sa mère adoptive, venue le chercher pour le conduire en Loire-Atlantique, où il compte vivre. Aujourd'hui âgé de 33 ans, Flavien Moreau affirme qu'il a changé. Mais sa sortie inquiète ceux qui l'ont côtoyé. Insultes aux surveillants, fabrication d'armes artisanales et une pratique assidue de la religion musulmane. Cette trace sur le front, le tabac, signe du frottement répété de la tête sur les tapis de prière, comme l'a confié un surveillant à notre confrère de Ouest France. Sa sortie s'accompagne de diverses obligations. Il doit notamment recevoir des soins et trouver un emploi. Il lui est en outre interdit de quitter le territoire sans autorisation. Ces mesures doivent durer 11 mois et 18 jours exactement. Après quoi, il n'aura plus aucune obligation envers la justice. Et invité d'Affaires suivantes, Delphine Lenormand, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes journaliste à Ouest France à Alençon et à vos côtés Drissa Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité. Évidemment, le profil de Flavien Moreau, son histoire nous intéresse. On a envie de la comprendre pour comprendre aussi si aujourd'hui il représente une menace. Vous étiez vous aussi sur place au moment de sa sortie, vous avez suivi tout ce dossier, vous connaissez bien la prison de Condé-sur-Sarthe également. D'abord, vous étiez sur place, quelle impression est ressorti pour vous de Flavien Moreau à sa sortie de prison? Alors, il est sorti vers un peu avant 10h. La levée d'écrou avait commencé à 8h45. 2 valises avec lui. On sent qu'il n'a pas du tout envie de s'attarder. Il ne répond pas aux questions des journalistes qui sont présents. Il file tout droit vers la voiture de sa mère, mais voilà, il marche, il ne court pas non plus. Il a le regard assez grave. Quand il nous regarde, c'est un regard froid. Sa mère à un moment dit je n'ai pas envie d'être filmée, c'est difficile pour moi. Il lui dit ne t'inquiète pas maman, mets les affaires dans la voiture et puis voilà, en gros on s'en va. Quand il monte dans la voiture avec sa mère, c'est à ce moment-là qu'ils s'embrassent et ensuite tout de suite la voiture part, suivie par un véhicule de la DGSI qui les suivait jusqu'à Nantes. Visiblement c'est là qu'il se rendait. C'est donc sa mère adoptive qui vient le chercher. Pour reprendre un peu le parcours de cet homme, il est adopté donc par cette famille nantaise. Il est adopté quand il a 2 ans. Flavien Moreau, il est né en Corée du Sud. Il est adopté avec son frère biologique, Nicolas, qui a 2 ans de plus que lui. Donc quand ils arrivent en France, ils ont 2 et 4 ans. Il se dit qu'ils ont vécu dans une famille très pauvre en Corée du Sud. Quand ils arrivent, le grand de 4 ans s'est changé les couches de son petit frère de 2 ans. Et ensuite, ils ont eu une enfance plutôt classique dans la banlieue nantaise. Et il semblerait que ce soit au moment de la séparation des parents. Il y a un déménagement qui se fait. Ils vivent dans un quartier de Nantes et c'est là où la délinquance démarre. Alors, est-ce qu'on sait, est-ce que ça a été expliqué, comment ces 2 garçons sud-coréens adoptés en France vont se convertir, se radicaliser? À quel moment ça se passe? Quel est le moteur, le déclencheur? Alors, à la base, ils ont eu donc une enfance assez classique. Flavien, lui, il fait un CAP en boulangerie. Son frère, Nicolas, fait des études de pêche à l'école de pêche d'Étel dans le Morbihan. Il va devenir lieutenant de pêche. Il semblerait, de ce qu'on a pu me dire, qu'ils avaient près de chez eux un voisin, un imam d'une mosquée de Nantes, qui avait des tendances radicales et ce serait lui qui aurait commencé à diffuser des documents à Flavien, qui ensuite est devenu, s'est converti à 19 ans et visiblement radicalisé l'année d'après. Parce qu'il y a aussi la délinquance qui va s'installer dans leur vie.
la prison, des séjours en prison, il n'y a pas de radicalisation en prison? Si, bien sûr. Je dirais que la conversion à l'islam, elle est avant les incarcérations et que la radicalisation, elle se fait au gré de ses séjours en prison. Il a eu 13 condamnations au départ pour des faits de stupéfiants, rien à voir avec la pratique d'un islam radical. Driss, il y a dans ce parcours des éléments qui reviennent régulièrement. La petite délinquance, soulignait Dominique, la fréquentation régulière de prison, où on sait que ça peut être un terreau à l'endoctrinement. On a quand même quelqu'un qui va aller jusqu'à partir en Syrie à un moment. Oui, ça fait partie d'ailleurs des profils qui sont soit condamnés pour des actes de terrorisme ou qui sont encore dans des opérations terroristes extérieures. Ce sont des individus qui ont effectivement, soit peu ou pas diplômés, ou des individus qui ont fait des courts séjours en prison, en tout cas qui ont été condamnés pour des faits de délinquance. Et on voit bien que ce sont des profils qui reviennent régulièrement dans des études sociologiques de ces individus. Donc c'est finalement un parcours assez classique avec une radicalisation que l'on retrouve en prison, même si on a aussi des individus qui se radicalisent via les réseaux sociaux, c'est vrai. Je voudrais qu'on s'arrête sur ces images qu'on vous dévoile aujourd'hui dans l'affaire suivante. Il y a une image frappante dans toutes ces images, c'est cette trace sur le front de Flavien Moreau. Delphine Normand, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors cette trace, elle s'appelle le tabaha. C'est la trace que portent les musulmans qui font leurs 5 prières par jour. Les surveillants pénitentiaires de Condé-sur-Sarthe disent ça c'est le signe des radicaux. Je suis pas certaine que ce soit seulement le signe des radicaux. C'est le signe du frottement sur le tapis de prière. Du front sur le tapis de prière, et c'est le signe de quelqu'un qui fait la prière 5 fois par jour. C'est quelque chose qu'on connaît, qui existe chez d'autres personnes, évidemment. C'est un signe de quoi? C'est tout simplement effectivement un signe de cette marque de pratique régulière effectivement de la religion, mais qui ne fait pas forcément de cet individu un terroriste ou encore moins peut-être quelquefois un individu radicalisé. Néanmoins, effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart de ces individus. Je rappelle que des terroristes, eux, ne portaient pas cette marque, qui ont commis des attentats, par exemple les attentats du Bataclan et de Paris, des individus ne portaient pas cette trace-là. Donc là, on est effectivement sur une pratique, effectivement, dans le temps de la religion de manière extrêmement assidue, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les terroristes que l'on retrouve. Driss, on est quand même extrêmement inquiet sur l'avenir. Est-ce que, concernant cet homme, qui est-ce qui va le suivre? Comment ça va se passer? Alors vous avez aujourd'hui 2 types de prise en charge, une prise en charge qui est judiciaire, une prise en charge administrative. La prise en charge judiciaire, c'est évidemment le juge d'application des peines qui dépend aujourd'hui du parquet national antiterroriste, et aussi le service d'insertion, le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui, sur le plan judiciaire, vont suivre cet individu. Puis après, sur le plan administratif, puisqu'à un moment donné, il a un contrôle aujourd'hui administratif dans la durée d'une année, l'autorité administrative, ça peut être la préfecture, et puis aussi on parle des services de renseignement qui peuvent opérer des vérifications à tout moment sur l'individu, sur son réseau, des fréquentations qu'il fait. Donc ce n'est pas un individu qui est sans surveillance. Il y a une surveillance particulièrement accrue avec la nécessité de pointer au commissariat, de déclarer, de ne pas rentrer en contact, de ne pas quitter le territoire durant 1 an. Et puis la surveillance administrative, elle peut s'opérer dans la durée, sur plusieurs années. Il n'y a aucune difficulté de ce point de vue. Delphine Normand, c'est quelqu'un qui a été, en tout cas par le passé, déterminé dans ses actions. Son périple vers la Syrie, il l'a conduit jusqu'au bout. Racontez-nous comment ça s'est passé, ces semaines où il est allé en Syrie. Alors, il va en Syrie, il a 25 ans, on est en novembre 2012. Alors, toutes ces informations proviennent d'un journaliste du Temps qui l'a suivi. À ce moment-là, Flavien Moreau a pris un nom de guerrier. Il a changé son nom. Il arrive à la frontière turque, frontière syrienne. Il est le dernier village avant la Syrie. Et puis là, il se rend compte qu'il n'y a pas de francophones avec lui. Donc, il pensait trouver plein de Français. On lui avait raconté ça et il est presque déçu. On le mène jusqu'à Itmé en Syrie. Itmé, pardon. Je sais plus. Et du coup, là, on se rend compte que quand on lui met une Kalachnikov dans les mains, il ne sait pas s'en servir. Il s'entend pas avec les autres soldats. Et très vite, il va repartir en France parce qu'en fait, il ne peut pas se passer de la cigarette. C'est ça qui va lui valoir un retour en France.
avec pour envie et objectif de revenir en Syrie le plus vite possible. Il retentera par la suite, entre décembre 2012 et janvier 2013, d'y retourner à plusieurs reprises par différents biais. À chaque fois, il est refoulé. Depuis que le journaliste du Temps l'a suivi, il est dans le collimateur des renseignements et il est interpellé à Paris en janvier 2013, avec sur lui une grosse somme d'argent, des lingots d'or, et ça lui vaut une incarcération immédiate à Fresnes, et il sera jugé en 2014. Avec Driss, on évoquait le suivi dont il va faire l'objet. Vous avez pu parler à ses proches. Comment sa famille voit tout cela ? Alors, la maman a refusé de s'exprimer à la sortie de la prison. On sent que, bien évidemment, c'est très, très douloureux pour elle. Les gens avec qui on a pu discuter évoquent qu'il n'a eu aucune visite en prison. Il y avait 2 permis de visite qui étaient délivrés. Un pour son frère, Nicolas Moreau, mais ça a marché jusqu'à ce qu'il soit lui-même incarcéré pour djihadisme, puisqu'il a aussi séjourné en Syrie. Donc son frère est venu le voir en prison avant son départ pour la Syrie lui-même. Et sa mère avait un permis de visite, mais n'est jamais venue, excepté une fois à Condé-sur-Sarthe. Et Flavien Moreau avait refusé d'être extrait de sa cellule pour la voir. Donc, je ne sais pas quels sont les liens qu'il a aujourd'hui. Je sais qu'il n'a pas vu son père depuis qu'il est sorti de prison. Il l'a eu au téléphone, mais ils ne se sont pas vus. Et son père ne s'est jamais déplacé, ni au procès, ni en détention pour voir ses fils. Il y a eu évidemment beaucoup de réactions cette semaine après cette libération. Je voudrais qu'on en écoute une, celle de l'avocat Thibault de Montbrial. La justice française est assez naïve face à ces gens. C'est-à-dire que les peines qui sont prononcées par la justice antiterroriste sont en réalité beaucoup plus faibles qu'elles ne le devraient. Et il y a une polémique avec le procureur national antiterroriste et la DGSI qui sont furieux des peines qui sont actuellement prononcées. Driss, est-ce qu'il y a un problème avec la justice? On sait qu'on peut s'étonner de se dire 7 ans et on remet en liberté quelqu'un qui semble quand même potentiellement très dangereux. Oui, moi je vois un problème avec la justice, mais pas forcément le même que voit cet avocat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation quasiment ingérable. C'est-à-dire que l'ensemble des places, j'ai envie de dire, de prison pour des individus condamnés pour terrorisme ou qui sont extrêmement radicalisés, il y a 366 places. Pour une population, aujourd'hui, vous avez à peu près 500 individus qui sont détenus pour des faits de terrorisme, soit en voie d'être condamnés, ou soit condamnés. Vous avez avec ça environ 1000 personnes, des détenus de droit commun, qui sont des individus radicalisés. Et donc, avec ça, vous avez une surpopulation carcérale qui est à 120-130%. Donc, le juge pénal, lui, lorsque le tribunal, ou le juge, en tout cas judiciaire, lorsqu'il condamne, il prend en considération tous ces aspects-là. Et on ne peut pas détenir un individu. Je rappelle que 7 ans, c'est pour une association de malfaiteurs terroristes. Les infractions dont on parle, qui sont des infractions en lien avec une entreprise individuelle, le collectif terrorisme, ça part de l'apologie, c'est du financement, c'est de la préparation d'actes de terrorisme, ou c'est de l'appartenance à une association de malfaiteurs terroristes. Et donc, vous ne pouvez pas emprisonner indéfinitivement ces individus. De telle sorte à ce que, effectivement, en cours de réflexion, vous avez effectivement cette peine de sûreté qui n'existe pas. Pour des condamnés pour des faits de terrorisme, vous avez une proposition de loi qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par le député Éric Diard, qui vise justement à ce que les détenus, les condamnés pour des faits de terrorisme soient suivis. Mais là encore, c'est un suivi qui est limité dans le temps. Vous ne pouvez pas, au-delà d'un an, poursuivre une condamnation. C'est la raison pour laquelle, on l'a régulièrement dit sur ce plateau, qu'il faut que dans les prisons, à un moment donné, plus que l'enfermement, qu'il y ait un sujet lié au traitement de la réponse pénale. Ouais, sauf la rétention de sûreté, c'est s'appliquer un jour à des faits de terrorisme. Delphine, il y a un article ce matin remarquable dans le journal du dimanche sur le communautarisme en général et le salafisme en particulier, avec plusieurs villes qui sont ciblées où s'installent des réseaux comme ça. Vous suivez ces questions du côté d'Alençon pour Ouest France. Et est-ce que dans cette région, il y a d'autres profils qui ressemblent ou qui font penser à Sylvain Moreau? Flavien Moreau. Flavien Moreau, pardon. Forcément, Alençon, quand on parle d'Alençon, on pense à Fabien Klein. Les frères Klein ont vécu à Alençon pendant quelques années. Ils ont fait leur scolarité là-bas. C'est pas forcément là qu'ils se sont radicalisés, c'est là qu'ils se sont convertis. Ensuite, ils ont vécu vers Toulouse. Mais peut-être tués en Syrie, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui. A priori, c'est ce qu'on nous a dit. Exactement. Pourquoi Alençon? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Écoutez, là, comme dans pas mal d'endroits d'ailleurs, mais pourquoi Alençon? Pour le coup, je sais pas. Aujourd'hui, moi ça, je peux pas vous répondre. Aujourd'hui, il se trouve qu'à Alençon, depuis le printemps 2013, il y a une prison, une des prisons les plus sécuritaires de France, où il y a des détenus condamnés pour djihadisme, pour terrorisme, qui sont là. Fabien Moreau a pu côtoyer des profils
aussi déjà condamné lourdement pour ces questions-là. Hein. Flavien Moreau, il était au quartier d'isolement les 6 derniers mois de sa détention et il était avec Smaïn Ali Haït Belkacem qui avait commandité les attentats de 95 et du RERB. Ils étaient à l'isolement tous les deux. L'isolement, c'est 7 cellules et sur les 7 cellules, il y avait 5 radicalisés. Donc ça peut causer le soir, même si c'est une prison assez étanche, ça peut, oui, ils peuvent discuter entre eux à travers les murs. Merci beaucoup Delphine Lenormand, merci Drissa Youssef d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes nous éclairer sur cette sortie qui a suscité beaucoup de questions cette semaine et évidemment un dossier qu'on va continuer à suivre tout au long des semaines prochaines. Dans un instant, la deuxième partie d'Affaires suivantes et les coulisses d'une enquête qui commence à peine. Qui a mis le feu au célèbre restaurant La Rotonde? L'établissement a été ciblé 2 fois en quelques jours. Comment vont travailler les enquêteurs? Quelles sont les premières pistes? Les premiers éléments, ce sera dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Et dans un instant, les révélations glaçantes de l'ex-père Prénat. 8 jours d'audience et le détail des agressions sexuelles à répétition commises sur de jeunes scouts pendant près de 20 ans, entre 3 et 4 000 enfants agressés sur cette période. Un vicaire adulé doublé du visage d'un pervers sexuel qui avait fait de la pédophilie une addiction. Les dessous d'un procès, ce sera avec nos invités, notamment l'une des victimes présumées de l'ex-père Prénat. Ce sera juste après les coulisses de la semaine. Les coulisses d'une enquête qui débute pour savoir qui a mis le feu au célèbre restaurant parisien La Rotonde, mythique brasserie parisienne du quartier Montparnasse. 117 ans d'existence pour La Rotonde, un monument historique et emblématique de ce quartier. Cette brasserie qui a vu défiler bon nombre d'artistes, d'écrivains, de comédiens, mais aussi de politiques. C'est là par exemple qu'Emmanuel Macron avait célébré sa victoire au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Mais François Hollande y a aussi ses habitudes. Il y avait fêté quelques victoires politiques, notamment lors des primaires face à Martine Aubry. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de cette brasserie mythique du 105 boulevard Montparnasse. Alors comment va se dérouler l'enquête? Toutes les infos, ce sera dans un instant avec notre invité Edomic. Mais écoutez d'abord la première réaction de Gérard Taffanel, co-gérant de La Rotonde et inquiet évidemment des pertes financières. La violence ne mène jamais à rien. Celui qui veut tuer par l'épée périra par le glaive. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une vraie histoire, quoi, je veux dire. Donc les gens qui font de la violence, mais je crois il va falloir les punir sévèrement, quoi. Je veux dire, on va leur faire payer un peu la perte d'exploitation et surtout le salaire du personnel de La Rotonde. Ils vont voir comment ça se passe un peu une entreprise. Aujourd'hui, une entreprise en France, c'est très très fragile. Hein. Donc quand ça tourne à peu près, il faut les laisser travailler, les laisser tranquilles, quoi. L'enquête, les hypothèses, on va y voir plus clair avec Guillaume Farr, notre consultant sécurité BFM TV. Bonjour Guillaume. D'abord, question simple. Qui mène cette enquête? Qui est en charge de découvrir la vérité? Alors, les enquêteurs, ce sont ceux de la préfecture de police de Paris, puisque les faits se sont passés à Paris. Et donc, la préfecture de police, elle a une compétence, pas qu'en ordre public, on parle beaucoup d'ordre public, mais elle a aussi une compétence en matière d'investigation criminelle et judiciaire. Et donc là, elle est en charge, elle aussi, de cette enquête, avec beaucoup de questions qui se posent. À commencer d'abord par les raisons qui auraient pu pousser quelqu'un à en vouloir à ce restaurant. La toute première question même qui s'est posée, c'est est-ce que c'était accidentel, est-ce que c'était criminel? Ça, c'est la toute première question. Bon, la piste criminelle, elle semble privilégiée dans un premier temps. Pour quelles raisons? D'abord par rapport au lieu où il y a précisément le départ de feu. On est sur la terrasse du restaurant La Rotonde. Ça exclut quand même l'hypothèse d'un court-circuit électrique, par exemple. Ensuite, la vitesse de propagation. Il y a des choses qui quand même pointent vers la piste criminelle. On est sur la terrasse. Les toiles qui recouvrent ces terrasses sont généralement inifugées, c'est-à-dire qu'elles ont un revêtement spécifique, elles sont traitées. Et là, ça s'enflamme quand même très vite. Ce qui indiquerait qu'il y aurait eu des produits possiblement accélérants, comme des hydrocarbures, comme de l'alcool à brûler, qu'on aurait pu utiliser. Donc là, la piste criminelle est très rapidement privilégiée. Alors maintenant, quand on a dit ça, c'est toujours les deux mêmes questions. Qui? Pourquoi? Qui? Est-ce que c'est un contentieux
personnel avec le gérant, avec du personnel qui y travaille, ou alors est-ce que c'est la dimension symbolique du restaurant qui est en cause? Alors bon, dimension symbolique, hein, Philippe l'a dit, restaurant où le président de la République a fêté sa victoire au soir du premier tour de l'élection présidentielle. C'est la cantine, c'est clairement la cantine d'Emmanuel Macron. Hein. Comment se fait-il que ce restaurant ne soit pas protégé par la préfecture de police de Paris? Alors, il l'est quand le président de la République s'y trouve, ne serait-ce que parce que le président de la République lui-même fait l'objet d'une protection par le groupement de sécurité de la présidence de la République, le fameux GSPR. Maintenant, quand le président de la République ne s'y trouve pas, pour que le restaurant soit protégé en permanence, il faudrait qu'il y ait des menaces régulières, répétées et relativement caractérisées. Alors, il y avait eu un petit précédent quand Absolument. même, une tentative d'incendie tout de même, le 9 janvier dernier, qui a déjà déclenché une enquête judiciaire avec toutes les techniques d'enquête habituelles, dont une enquête de voisinage. Et une des questions que vont se poser les enquêteurs, c'est est-ce qu'on peut relier ou pas ces deux tentatives d'incendie? Est-ce que est-ce que c'est le même auteur ou est-ce que ce sont deux auteurs distincts pour deux motifs distincts? Et justement, Gérard Taffanel, qu'on écoutait il y a un instant, le co-gérant de la Rotonde, expliquait ce matin sur BFM TV qu'il y a eu depuis longtemps des menaces plus ou moins crédibles adressées à la Rotonde. On avait reçu des menaces, on en a reçu beaucoup depuis très longtemps, mais bon, vous savez bien, chien qui aboie ne mord pas, quoi. Sous quelle forme les menaces? Des menaces sur l'établissement, sur le personnel, oui, des menaces par courrier, par téléphone, vous savez, les gens qui téléphonent, qui vous disent des choses très désagréables, qui n'ont ni queue ni tête d'ailleurs. Guillaume, quelles sont les différentes hypothèses envisagées à ce stade? Qu'il y ait, encore une fois, la piste du contentieux personnel, ça peut arriver dans les milieux de la restauration, pour vous faire des inimitiés et qui peuvent conduire certains à vous en vouloir. Donc ça, c'est effectivement une première piste. Que ce soit vous en tant que gérant de l'établissement ou que ce soit d'ailleurs des personnels qui travaillent au sein de cet établissement. Après, il y a effectivement la piste de l'acte plus politique. Est-ce que pour ce qu'incarne le restaurant, il pourrait être visé, comme a pu être visé le Fouquet's, où d'ailleurs Nicolas Sarkozy était allé fêter, lui, sa victoire du second tour de l'élection présidentielle en 2007. Donc ça, pour l'heure, les enquêteurs vont devoir le déterminer, et pour ce faire, ils ont une multitude de moyens d'enquête à leur disposition. Alors justement, pardon Philippe, comment travaillent les policiers? C'est la rue de Danzig, hein, c'est le laboratoire de la préfecture de police de Paris. Comment on travaille? Qu'est-ce qu'on collecte? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? D'abord, effectivement, les investigations de police technique et scientifique, donc les relevés. Alors, l'incendie, ça laisse des traces, mais ça détruit aussi des traces. C'est tout le paradoxe de l'incendie criminel. Mais il y a des relevés qui vont être faits. D'abord, connaître la nature des produits accélérants qui auraient été utilisés. On le disait, la bâche, elle est très probablement inifugée, elle a été traitée. Donc, si l'incendie part aussi vite, il n'y a que 10 mètres carrés qui sont partis en fumée, c'est qu'il y a probablement des produits accélérants. Donc ça, il va falloir regarder. Relevé d'empreintes. Également. Ce qui a été retrouvé sur place, on nous dit qu'un gilet jaune aurait été retrouvé sur place. Est-ce que des prélèvements, naturellement, vont être effectués? Sur ce point précis justement du gilet jaune, effectivement, information qu'on confirme à BFM TV, qu'il y avait bien un gilet jaune qui a été retrouvé sur place, mais c'est une information à prendre avec extrêmement de prudence. Ça ne veut, à ce stade, absolument rien dire. Strictement rien dire. Et il a pu être déposé par l'auteur, comme il a pu être déposé par d'autres personnes auparavant. Il peut appartenir à d'autres personnes que l'auteur ou les auteurs possibles de cet incendie criminel. Donc, pour l'heure, il fera l'objet d'investigations et d'un examen en matière de police technique et scientifique. Puis, il y a la vidéoprotection également, qui va être utilisée. Il y a 1400 caméras de vidéoprotection de voie publique à Paris. Il y en a une à l'angle du boulevard du Montparnasse et du boulevard Raspail, puisque la brasserie fait l'angle, au niveau de la station de métro Vavin, très précisément. Donc, les images, bien évidemment, elles vont être exploitées. Ça fait partie des techniques d'enquête. Et puis, l'enquête de voisinage. Il y en a déjà eu une après les faits du 9 janvier. Et la téléphonie, on peut espérer, non? La téléphonie, c'est déjà plus compliqué. Alors effectivement, ça fait partie des techniques d'investigation judiciaire. Après, c'est quand même une zone qui est très dense, qui est très fréquentée. Alors les faits ont eu lieu aux environs de 5 heures du matin. Donc c'était de nuit et c'était peu fréquenté. Ça peut effectivement faire partie de ces techniques, mais pour l'heure, je pense qu'on va plutôt être sur la vidéoprotection. S'il y a beaucoup d'images, il y a les images des commerces, c'est quand même une zone où il y a beaucoup de commerces. Il y a un cinéma à proximité, il y a d'autres restaurants, c'est un grand carrefour parisien. Et puis l'enquête de voisinage pour essayer de recueillir un maximum de témoignages. Et on va continuer évidemment à suivre cette enquête sur BFM TV. Merci beaucoup Guillaume Fardel sur le plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine.
Une semaine d'audience pour juger 20 ans d'agression sexuelle. Le procès de l'ex-père Prénat s'est tenu cette semaine à Lyon. La parole glaçante de celui que tout le monde s'accorde à considérer comme un pervers sexuel. Un homme qui avait fait de la pédophilie une addiction. Entre 3 et 4 000 victimes, des jeunes scouts dont il abusait. Le procureur a requis vendredi au moins 8 ans de prison. Les dessous de ce procès avec les journalistes qui l'ont suivi, mais aussi avec une des victimes présumées de l'ex-père Prénat. Ce sera dans un instant après le retour sur cette semaine avec Elisa Tran. 8 ans de prison ferme requis contre Bernard Prénat, soupçonné d'agression sexuelle sur des dizaines d'enfants dans les années 70 et 80. L'abbé Prénat, à l'époque figure charismatique de l'église lyonnaise, notamment auprès des jeunes scouts qui l'encadraient. Une aura, une autorité naturelle que les victimes présumées de ces attouchements ont encore ressenti aujourd'hui. Dans sa posture, son attitude, sa façon de parler, une certaine froideur, cette posture un peu de tribun quand même, quand il se déplaçait à la barre, c'était pas un homme malade, fatigué, vieillard, qui rasait un peu les murs. Il n'avait pas l'air d'être... Il s'excuse, mais on se demande si c'est pas pour alléger sa peine plus que de la sincérité envers nous. Et il nie encore, dès que les faits sont trop sexués, il a souvent tendance à le nier. Durant tout le procès, Bernard Prénat a minimisé ses gestes, mais il a également fait des aveux glaçants. Ça arrivait tous les week-ends, et pendant les camps, ce pouvaient être 4 ou 5 enfants en une semaine. Il faisait alors promettre à ses proies de ne rien dire, leur laissant croire qu'elles étaient ses chouchous, comme sur un piédestal. Durant ce procès, l'ex-père Prénat a confié avoir lui aussi subi des violences sexuelles dans son enfance par des membres de l'Église. Il a reproduit ce système-là et c'est ça qui est très très triste. C'est pas parce qu'on a été victime d'un violeur qu'on doit devenir violeur. Et c'est de fausses excuses et c'est minable. Aujourd'hui, de nombreux faits sont prescrits. Seule une dizaine de victimes présumées ont pu témoigner devant la justice. Et jugé 30 ans plus tard, c'est compliqué, a plaidé la défense. Cette semaine, les invités avec nous, Bernadette Sauvaget. Bonjour, vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des questions de religion. Vous avez assisté à ce procès tout au long de la semaine. Maître Agathe Morel, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous défendez une des victimes présumées de l'ex-père Prénat et vous défendez aussi l'association L'Enfance et Partage. Et Pierre-Emmanuel Germaintil, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des victimes présumées de l'ex-père Prénat, puisqu'évidemment, on vous présente en lien avec le procès. Vous êtes évidemment bien plus que cela. Comment vous avez vécu, d'abord évidemment, cette semaine qui, j'imagine, vous l'attendiez et qui en même temps était extrêmement difficile pour toutes les victimes qui ont assisté à cette semaine? Bien sûr. C'est un soulagement, dans un premier temps personnel, d'avoir pu finir de tout dire ce qui m'était remonté à la barre, d'avoir pu être confronté à lui, d'avoir pu répondre aux questions. Et aussi un soulagement collectif, puisqu'on était là tous unis, avec des victimes prescrites qui étaient dans la salle. On a même la juge qui a listé le nom de toutes les victimes, y compris prescrites, voire décédées, puisqu'il y a des personnes qui se sont suicidées suite à cette affaire. Donc ça a été vraiment un soulagement. On se sent un petit peu plus vivant après tout ça. Vous l'aviez revu? Là, ça faisait combien de temps que vous ne l'aviez pas vu et qu'est-ce qu'il a dégagé pour vous? En fait, moi, je l'avais revu le lendemain de ma plainte. En fait, j'étais le premier confronté quand il a été arrêté et j'ai porté plainte le 25 janvier 2016. Mais comme c'était tout frais, j'avais pas encore tous mes souvenirs qui étaient revenus. Donc, à la barre, ça a été important de pouvoir lui montrer des photos que j'ai retrouvées même à l'été dernier et de pouvoir vraiment tout exprimer. Et j'ai vu pendant tous ces jours de procès l'acteur, celui qui jouait déjà la comédie à l'époque, dont la juge a dit qu'à 8 ans, il faisait déjà des fausses messes théâtrales pour ses frères et sœurs. Donc, j'ai vu cette personne-là pendant ces 5 jours de procès. Pierre-Emmanuel, vous aviez quel âge? J'avais entre 8 et 10 ans en fait. Ça a commencé en 88, je venais de Strasbourg en fait. Et vous dites, mes souvenirs, rassembler mes souvenirs, qu'est-ce qui reste dans votre tête d'adulte aujourd'hui de cela? Un échec en fait d'intégration, de moments terribles passés au sein de cette église, au sein de ces camps scouts. Alors par chance, j'ai pas été abusé pendant les camps scouts, mais quand j'étais enfant de chœur, quand j'étais scout dans ces activités au sein de la paroisse, c'est à ces moments-là que les abus ont eu lieu. Donc ça reste un peu en mémoire, mais d'avoir pu libérer tout ça pendant ces 5 jours, je pense que ça a été un gros ouf de soulagement pour tout le monde. Bernadette Sauvaget, comment vous l'avez perçu? L'expert Prénat, je trouve que c'est un personnage insaisissable. Il y a une distorsion aussi. On a en face un homme qui a presque 75 ans. Donc c'est extrêmement difficile
d'imaginer voilà, l'homme qui est décrit comme charismatique, redouté, autoritaire. C'est un homme qui a 74 ans, donc qui ferait presque pitié, quoi. C'est très troublant, je trouve, très déstabilisant. Et ce qu'il a dit cette semaine, ce qu'il a raconté, Maître, confine à l'horreur, c'est-à-dire le nombre de victimes potentielles. On parle de 3 à 4 000 enfants qu'il aurait abusés. C'est ce qu'il a dit cette semaine. Alors, c'est pas lui qui l'a dit, c'est le décompte qu'on en a retiré effectivement sur une période... Puisque lui dit 4-5 enfants par semaine, ça pouvait arriver. Oui, c'est à peu près ce qu'il dit effectivement. Et on sait qu'il a commencé lui-même à dénoncer ses agissements à l'âge de 16 ans. Donc en 1961. Que dit-il de ces actes qu'il commettait? Comment il les explique par des pulsions irrépressibles, sexuelles, qu'il ne comprenait pas, qu'il n'arrivait pas, à contrôler, qu'il ne contrôlait pas plutôt. C'est la seule explication qui nous est donnée. La question étant de savoir, est-ce qu'on peut sortir de ces pulsions, comment, seul ou accompagné, étant précisé qu'il a indiqué qu'il n'avait quasiment pas été accompagné, si ce n'est dans les années 60, une année, fin des années 60, par un thérapeute qui faisait également partie de l'Église, et puis après, plus rien. Alors, il avance, pardon, mais il avance quand même sur le chemin des confidences. Il dit des choses, c'est quelqu'un qui aurait pu se taire complètement. Oui. Ça ne le rend pas pour autant plus sympathique. Mais est-ce que ça, le fait que lui dise « oui, j'ai fait ça, oui, je reconnais que j'ai fait ça », est-ce que ça aide à avancer, ça aide la justice à avancer ? Je pense que ça aide la justice à avancer, ça aide aussi les victimes à pouvoir franchir un cap supplémentaire dans la reconstruction. Maintenant, pour avoir bien côtoyé ce personnage et vu sa posture pendant le procès, on sait très bien qu'il était dans un jeu de rôle et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient calculées. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intrigué et troublé, c'est qu'à chaque fois, il dit « je reconnais ». Et quasiment à chaque victime, il a pinaillé, ergoté, et il a dit non, c'est pas autant, c'est pas ça que j'ai fait. Je les ai jamais embrassés avec la langue. Il dit une chose et après il la corrige lui-même, quoi. Et du coup, il est très maître. Enfin, l'impression que sous l'aspect de sincérité, en fait, il recorrige à chaque fois. Et du coup, je trouve, c'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un de très déstabilisant, parce que il dit une chose. Et après, il va développer le contraire. Et vous, pardon ? Oui, alors moi j'ajouterais que c'est évidemment, en tant que professionnel, on n'a pas le même regard que quand on est soi-même touché à titre personnel, c'est normal. Mais dans ces affaires de pédophilie, il faut quand même lui reconnaître que c'est assez rare que les auteurs reconnaissent les faits. Alors évidemment, on s'est tous posé la question de l'authenticité de ces propos. Et c'est encore plus rare qu'ils demandent pardon. Donc c'est déjà ça. Alors après, est-ce que c'est une posture d'audience? Est-ce que c'est authentique? Parce que pour bien resituer les choses, il a dit à cette audience qu'il n'avait jamais dit. Il a dit des choses de son histoire. Et il voilà, dit « moi-même, j'ai été victime d'agression quand j'étais enfant, d'agression sexuelle, laissant la porte ouverte à « je reproduis ce que moi-même j'ai vécu ». Vous vous doutez de cette version? Bien sûr, nous on le savait déjà avant même ce procès qu'il avait été victime dans son enfance. Et ça excuse pas le fait de par la suite réitérer, faire des abus lui-même. On a tous été victimes, j'en fais partie. J'ai pas envie de toucher un enfant demain, bien au contraire, parce que je sais ce que ça peut engendrer. Donc, pour moi, j'ai vraiment vu un acteur pendant ces plusieurs jours. Et quand j'ai entendu, des fois, dans des cinémas où je suis passé suite à la sortie de Grâce à Dieu, où j'ai eu des témoignages sur l'après 91, parce que je le sais pratiquement avec certitude qu'il a continué. Quand on vous dit dans la dernière commune où il est passé qu'il était hautain, autoritaire, les gens l'admiraient et le craignaient, ça veut dire qu'il a continué en fait, si vous voulez. Surtout que quand il était à Sainte-Foy à la période des faits, il était vicaire, ensuite il est devenu curé, c'est un poste au-dessus, et ensuite il a été promu doyen par le cardinal 3 ans après avoir avoué les faits en 2010 à ce même cardinal. Donc il a toujours été dans une toute-puissance face aux gens. C'est les doubles facettes de ce personnage, ce que vous disiez, Bernadette Sauvaget. Est-ce que vous l'aviez ressenti, et j'aimerais votre avis à tous, à la fois, on disait vicaire adulé, l'expression sonne bien, mais en tout cas quelqu'un de charismatique, d'apprécié, puis ce prédateur sexuel
à côté, ce double visage. Évidemment, vous n'aviez pas conception de tout ça à l'époque, mais il avait cette aura-là. Bien sûr, tout à fait. Et je vais reprendre une phrase très importante qu'un monsieur m'a dit dans un cinéma au mois d'avril dernier, en me disant, moi je connais le père Prenat depuis 70 ans, je ne suis pas surpris par ça, parce qu'à 14 ans, il dominait les jeunes adultes. C'est-à-dire que par le biais de son aura et la façon qu'il avait de faire des serments grandiloquents, on sait, ça a été dit par la juge, qu'à 8 ans, il faisait des fausses messes pour ses frères et sœurs, donc il était déjà dans un jeu d'acteur. Donc ça a été facile pour lui pendant toutes ces années de développer ce côté charismatique et d'avoir une emprise sur les gens et notamment les fidèles pour les faire ne pas voir ce qui se passait en fait. Est-ce qu'en dehors, question à l'avocate, à la journaliste, est-ce qu'en dehors du père Prenat, il y a des responsabilités qui pourraient être établies? On sait qu'on l'a changé quand il était au séminaire, puisque première agression à 16 ans, au séminaire de Montbrisson, il va être transféré à Lyon. On règle pas le problème, finalement on l'éloigne. Et puis ensuite, on va quand même se douter qu'il y a des choses. Est-ce qu'il y a des responsabilités en dehors de celles du père Prenat? Moi, je trouve que, pour ma part, je suis un peu restée sur ma faim, si je puis dire, par rapport au procès, parce qu'il y a des choses que je trouve qui n'ont pas été suffisamment approfondies, et notamment, on sait qu'à Sainte-Foy-les-Lyons, avec cette troupe de scouts où il œuvre, entre guillemets, de 71 à 91, le premier signalement de parents, c'est 78. Qu'est-ce qui se passe? Qui est averti? Qui dit quoi à qui? Je veux dire, voilà. Et qui fait quoi pour l'éloigner? Et qui fait quoi pour le soigner, pour l'encadrer? Ça reste très, très mystérieux. Deuxième signalement, si je me souviens bien. 82. Un troisième, 85, 86. Voilà. C'est énorme. C'est ça qui est très troublant. Et à qui dit-on ça? C'est des parents qui s'adressent au curé de la paroisse, le père Plaquet, qui va l'accompagner dans sa nouvelle mission à Neulise après 91. Il y a eu de la complaisance. Bien sûr. Enfin, en tous les cas, moi je trouve qu'il est un petit peu dommage qu'on n'ait pas interrogé plus profondément le père Prenat là-dessus. Il a été déplacé, mais on n'a pas réglé le problème. Si vous avez vu le film Spotlight, il y a vraiment beaucoup de similitudes dans la manière de faire ou de ne pas faire de l'Église à cette époque, effectivement. Et on a l'impression que c'est quand elle n'a plus eu le choix, en 1991, qu'elle a été un peu contrainte d'agir. Et encore, il a encore été déplacé à ce moment-là. En réalité, c'est en 2015 qu'il est éloigné vraiment. Parce qu'au moment de la plainte, la première. Parce qu'au départ, il a un père extrêmement autoritaire. Vous l'avez dit, les messes qu'il faisait avec ses 6 frères et sœurs, un père très autoritaire. Même les parents, quand il va passer de Montbrisson à Lyon, ses propres parents ne sont pas prévenus. On peut imaginer que son père, très autoritaire, aurait pu essayer de serrer la vis, de régler le problème. Mais en fait, tout le monde se tait. Oui. Mais moi, je suis très troublée aussi, c'est qu'il n'a pas été en détention provisoire dans l'attente de son procès et qu'il n'y a pas eu dans le contrôle judiciaire l'obligation d'un suivi psychiatrique. Sachant que... Oui, pardon. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que pendant toute cette période, en fait, il est allé se promener à Cours-la-Ville, donc une des communes où il a été après 91, puisque moi, on m'a témoigné que les gens en avaient marre de le voir venir un week-end sur 2, rencontrer des gens sur place, avec qui il a gardé des liens. Et j'ai même eu une personne qui a été auditionnée dans cette procédure judiciaire qui m'a avoué avoir pris un café avec lui il y a 2 ans, alors qu'il est en contrôle judiciaire et que cette personne a été entendue dans la procédure. C'est vrai qu'il ne faut pas se tromper d'auteur. Celui qui a commis ces infractions de nature sexuelle, c'est M. Prenat. Mais dans quelle mesure, lui, il ne s'est pas senti en capacité aussi de réitérer parce que l'Église ne l'empêchait pas de le faire ça ne l'autorise pas, mais je veux dire, ça lui permet de recommencer en tout cas. Et mettre ceux qui ne l'ont pas dénoncé lui ont facilité la tâche pour la suite. Bien sûr, bien sûr. Il est décrit par l'expert psychiatre, M. Desbout, pour répondre à votre question tout à l'heure, comme étant quelqu'un de clivé. Il a employé une expression qui est très parlante, c'est mi-prêtre, mi-traître. Bon, on a bien compris ce que ça voulait dire. On comprend ce personnage complexe. Est-ce qu'après cette audience, après ce procès, une nouvelle page s'ouvre pour les victimes? Est-ce que quelque chose va pouvoir se fermer et quelque chose d'autre commencer? Bien sûr, même s'il reste encore quelques échéances judiciaires, notamment le procès de sa hiérarchie et puis le délibéré de ce procès qui vient de s'écouler. C'est une grosse page déjà qui se tourne et c'est vraiment un gros pas vers le chemin de la reconstruction. Et même les victimes prescrites qui nous ont soutenus, soit par message ou qui sont venues à cette audience, ont vraiment eu un ouf de soulagement de voir tout ça déballé, expliqué pendant plusieurs jours. Donc je pense qu'il y a vraiment une étape supplémentaire qui a pu être franchie. Dans votre situation aujourd'hui, il reste quoi? De la colère?
Non, enfin, de la colère sur un certain système et sur le fait qu'il n'ait pas tout avoué, en fait. Pour moi, c'est plus ça. Mais j'ai envie de dire, j'ai fait un gros bout de chemin depuis 4 ans et le début de ce combat, et j'ai essayé de survivre tant bien que mal dans ma vie. Donc non, la colère est quand même assez estompée. Je fais place à de la sérénité et une envie d'aller de l'avant dans ma vie. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Pierre-Emmanuel Germain-Thiel, maître Agathe Morel et Bernadette Sauvaget nous éclairer sur ce procès qu'on a suivi cette semaine sur BFM TV. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain, Dominique, pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. On va vous retrouver évidemment, Dominique, avant ce soir sur RMC Story. Faites entrer l'accusé. L'affaire Browns ce soir. En 2005, à Paris, un double crime sans corps. Béranger Browns, qui était charcutier traiteur dans un marché parisien, a tué sa maîtresse, Christelle Leroy. Elle avait 26 ans. Il a tué aussi son petit garçon qui avait 4 ans. Il a démembré les corps. Il les a déposé ces parties de corps dans des poubelles parisiennes pendant 4 jours avant d'être identifié et arrêté. Faites entrer l'accusé sur RMC, numéro 23, ce soir à 20h55. D'ici là, on vous souhaite un bon dimanche sur BFM TV.